Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Alors, comme je vous l'avais dit un peu sur mes réseaux, on va essayer de faire un petit point coronavirus et investissement. J'ai prévu de faire 3 vidéos à la suite, coronavirus et gestion de patrimoine et résilience du patrimoine, une seconde coronavirus et investissement en bourse, et une troisième coronavirus et investissement en immobilier. Bon, les 3 vont sortir assez vite au cours de la semaine, à 1 ou 2 jours d'intervalle. Je peux vous faire attendre une semaine ou 15 jours entre 2 vidéos comme d'habitude pour traiter le problème. Avant tout, quand même vous dire que ces considérations-là d'investissement, elles sont bien secondaires, on est d'accord, par rapport au reste, par rapport à ce que vivent le personnel soignant, par rapport à si vous avez de la famille qui est atteinte de façon grave par cette saloperie, etc. Bon, ceci dit, voilà, on est confiné chez nous, on a du temps pour en parler, c'est des questions qu'un certain nombre de personnes se posent. Donc une fois qu'on a dit que c'était secondaire par rapport à la priorité sanitaire, voilà, je me permets d'en parler. Alors, le premier truc quand même pour faire écho un peu à cette crise sanitaire, c'est que moi ça m'a fait penser à un concept d'investissement qui est le concept de marge de sécurité. Et finalement, concept qu'on va retrouver dans ces 3 vidéos que je vais faire, coronavirus et patrimoine et bourse et immobilier. À chaque fois, on va voir que ce concept de marge de sécurité, il revient un peu de façon assez prégnante. Alors finalement, la marge de sécurité, on va dire, c'est un peu, imaginez un pont qui est interdit aux moins de 19 tonnes. En théorie, ce pont-là, il supporte, quand on fait les calculs de résistance des matériaux, il suppose un 50 tonnes qui passe dessus, ou plusieurs 19 tonnes qui se croisent à la fois, etc. Donc en fait, il est dimensionné largement au-delà de ce qui est interdit. C'est un peu ce que vous devez faire en investissement, c'est-à-dire que quand vous essayez d'acheter un appartement un peu en dessous du prix de marché, ça vous donne une marge de sécurité par rapport à sa vraie valeur, comme ça s'il y a une baisse, si vous achetez un appartement 10% en dessous de sa vraie valeur, si le marché immobilier baisse de 10%, finalement, vous n'avez pas encore perdu. Donc ce concept de marge de sécurité, c'est clairement celui qui a été pas du tout appliqué dans les hôpitaux, puisqu'on voit qu'on a un problème de lits de réanimation, qui sont dimensionnés pour la vie normale, on va dire, quand tout se passe normalement. Et là, en pleine crise, on voit qu'on n'en a pas assez au cas où il y a un gros pépin. Alors ce problème, il vient finalement d'un problème de moyens de la Sécu. J'espère qu'après on se posera les bonnes questions. Parce que finalement, moi, j'ai vu dans mon entourage professionnel et autres, voilà, des arrêts maladie, un peu de complaisance donnés pour des petites déprimes psychologiques à moitié inventées. Voilà, 1 an d'arrêt maladie parce qu'on n'a pas eu un avancement, ou plusieurs mois parce que c'est le voisin qui a eu la promotion qu'on espérait. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez scandaleux. Je voyais en parallèle des personnes qui avaient des maladies chroniques, qui ont des crises tous les 4, 5, 6 mois, qui n'arrivaient pas à gratter 2 jours d'arrêt maladie quand ils étaient en pleine crise. Et pendant ce temps, on donnait des arrêts maladie. Voilà, il suffisait d'inventer entre guillemets un problème un peu psychologique. Faut pas exagérer, on ne tombe pas en dépression parce qu'on n'a pas eu un avancement, surtout pendant 1 an. Donc ça, en fait, le problème c'est que la Sécu, elle fait à flux tendu. On a évidemment, quand on avait fait les stocks de vaccins et de masques pour la grippe H1N1 en 2009, dit après que c'était un scandale parce qu'on avait dilapidé de l'argent. Alors non, justement, c'était juste avoir le concept de marge de sécurité et être prêt. Sauf qu'en fait, comme on fonctionne en flux tendu au niveau de la Sécu et qu'on dépense un peu sur des raisons non valables, comme je viens de l'expliquer, en fait, après, on n'a pas d'argent pour créer cette marge de sécurité, que ce soit en termes de masques, en termes de lits de réanimation, etc. Bon, voilà, moi, c'est une vision extérieure que je donne, je ne suis pas médecin, mais ce concept de marge de sécurité, il fait vraiment écho, c'est-à-dire que quand on fait des dépenses sur des choses superflues et des choses injustifiées, on n'a plus pour avoir la marge de sécurité du système derrière. Et j'espère qu'après, on se reposera un peu la question de ces arrêts maladie de complaisance ou des choses comme ça, qu'on gardera un budget de la Sécu pour les problèmes vraiment graves et pour faire une marge de sécurité du système hospitalier, pour faire des stocks de masques, des stocks de... Voilà, on ne sait pas ce que sera le prochain problème, ce n'est pas forcément des masques qu'il faudra, mais voilà, pour avoir des marges de sécurité un peu là où on peut en avoir. Bon, je ne suis pas médecin, comme je l'ai expliqué, j'ai donné ma vision de non-médecin un peu, en essayant de rationaliser les choses sur un précédent article que vous pouvez aller voir sur le blog, à l'occasion d'une vidéo que j'avais tournée qui s'appelait Mentalité fixe contre mentalité de progression, et où je disais, alors ça a été tourné il y a 3 mois, que l'État n'était pas là pour
trouver excuse à vos échecs personnels, mais pour vous protéger en cas de gros pépins, en citant l'exemple pris en otage à l'étranger, agressé ou au milieu d'une épidémie. Bon, j'espérais pas que ça arrive, malheureusement, on est au milieu d'une épidémie. Bon, voilà, ça c'était le préambule. Donc, coronavirus et patrimoine. Alors, l'idée là, c'est comment votre patrimoine peut être résilient et est-ce qu'il est résilient. Alors, j'avoue que moi, j'ai relu un peu un passage de mon premier livre, qui est moins connu, hein, puisque je l'ai écrit en 2012, qui s'appelle « Construisez et gérez votre patrimoine avec succès », guide pour s'enrichir lentement mais sûrement. C'est un livre généraliste de patrimoine, c'est mon premier livre, bon, qui a été, à l'époque, hein, j'étais beaucoup moins connu, beaucoup moins de succès que mon best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent. Ceci dit, dedans, il y a une partie qui s'appelle protéger l'acquis en termes de patrimoine et limiter les risques. Et donc, je me suis replongé dedans, ce que j'écrivais à l'époque. Je disais voilà, qu'il fallait se fixer une allocation stratégique et s'y tenir, une allocation stratégique diversifiée. Et j'écrivais, ce qui est bien, c'est si vous avez 30% d'actions, 30% de cash et équivalent, donc livret, PEL, fonds euros, etc. 30% d'immobilier en valeur nette et 10% de ce qu'on appelle les actifs de conservation. Donc moi, j'ai regardé comment je me trouvais avant le début du krach boursier et le début de la crise. Donc j'étais en fait à 33% d'actions, 22% de cash, 35% d'IMO et 10% d'actifs de conservation. Alors, on voit que la première priorité de l'investisseur, et c'est ce qui est le plus dur, hein, même moi je ne l'ai pas fait, c'est de rester discipliné. C'est-à-dire que, bon, alors que j'ai 35% d'IMO à la limite au lieu de 30, c'est pas forcément un drame, mais ce qui est embêtant, c'est que j'ai 33% d'actions contre 22% de cash, alors que ça devrait être équilibré. Et en plus, ces 33% d'actions ne sont pas uniquement parce que ça a été de la plus-value des actions, mais parce qu'aussi, même en étant un peu déséquilibré, j'avais fait, alors pas à 6200 sur le CAC, mais à 5004, 5005, fait d'autres apports en actions, en me disant, de toute façon, le cash, les fonds euros, ça rapporte quasiment plus rien, et en ayant fait des apports là. Et ça, c'était une erreur finalement, parce que je ne suis pas resté assez discipliné. Donc, votre cash, finalement, en temps de crise, même s'il ne rapporte pas grand-chose, il a deux utilités. Le premier, c'est l'épargne de précaution. On dit en immobilier, par exemple, qu'il faut avoir 1 an de loyer au cas où on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, bah là, on voit qu'on peut peut-être avoir des problèmes d'insolvabilité de locataires. Ceux qui font en tout cas de l'immobilier commercial les ont déjà. On n'a pas encore au niveau bail d'habitation, puisque les gens sont encore payés au moins à 84% en chômage, etc. Et on n'a pas encore la grosse crise économique. En crise sanitaire, on n'est pas encore le gros effet économique. Mais on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Ce sera l'objet de la troisième vidéo. Et le deuxième objectif d'avoir ce cash en temps de crise, le deuxième utilité de ce cash en temps de crise, c'est que finalement, il gagne de la valeur, ce cash, parce que tous les autres actifs plongent. Bon, c'est là où on entend beaucoup ces derniers temps la fameuse phrase de Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit les gens qui se baignaient nus. Donc en fait, dans les crises, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont finir par être contraints à vendre des actifs, soit par panique, soit parce qu'ils sont obligés, etc., que ce soit des actions, de l'immobilier, etc. Et donc avoir du cash en ces temps-là, au-delà de l'épargne de précaution, quand on en a en quantité, ça permet aussi de saisir ces opportunités et d'acheter ces actifs. En temps de crise, il ne faut pas se le cacher. Quoi que ce soit, une guerre, etc., il y a de l'argent qui change demain. Donc la première conclusion, c'est que finalement, en tout temps, l'investisseur il doit savoir rester discipliné, quoi qu'il se passe, et quel que soit le changement entre ses actifs, en ayant une allocation stratégique diversifiée et en s'y tenant, en la rééquilibrant s'il faut. Des crises, de toute façon, il y en aura toujours tous les 10 ou 15 ans. Le seul truc dont on est sûr, c'est que la prochaine, elle ne viendra pas de là où on l'avait prévu. Il y a toujours des Cassandres qui prévoient que la crise va venir de ci ou de ça. Là, clairement, ce n'était pas une pandémie. Le truc à la mode, c'est 2 ou 3 dernières années pour prévision de la prochaine crise. On peut d'ailleurs faire un peu le parallèle avec, bon, je sais que je vais en choquer certains quand je dis ça, mais avec le réchauffement climatique. On a joué à se faire peur avec le réchauffement climatique dans un siècle, en disant qu'on était absolument sûr que ça venait de l'augmentation du CO2 d'origine anthropique. Alors certes, on voit que ça se réchauffe de façon climatique à échelle 10 ans, mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Et bon, il y a quelques scientifiques, peut-être en minorité maintenant, mais qui disent que ce n'est pas forcément que le CO2 d'origine anthropique qui font le réchauffement climatique. Alors dans les médias, ils n'ont pas le droit de parler. Dans les médias, on exhibait Greta Thunberg. Alors moi, je dis que je ne suis pas spécialiste. Hein. Ça se trouve, le réchauffement climatique, c'est bien le CO2, etc. J'ai un diplôme qui a 15 ans d'ingénieur en énergie et environnement. Je me sens juste plus légitime à parler de ça que Greta Thunberg. Beaucoup moins que beaucoup de scientifiques. Mais bon, ce que je veux juste dire, c'est que j'en sais rien en fait, mais contrairement à ceux
qui ne lisent et qui n'ont écouté que les thèses du GIEC reprises par les médias, personnellement, j'ai lu les deux côtés, quoi. J'ai lu les thèses du GIEC, les travaux scientifiques du GIEC, et les travaux scientifiques de ceux qui disent que finalement, le réchauffement climatique, même s'il est là sur les 20 dernières années, il n'est pas forcément lié à l'augmentation de la concentration du CO2 d'origine anthropique. Je ne sais pas qui a raison, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est vrai qu'il faisait plus chaud au Moyen-Âge qu'actuellement, hein, même avec le réchauffement climatique, et même avec celui qui est prévu d'ici 2050, et que rien n'a encore prouvé que le passage de concentration de CO2 dans l'air de 0,02% à 0,03% a une influence prépondérante par rapport à d'autres facteurs comme les radiations du soleil ou on va dire l'influence des océans. En gros, je sais que je n'en sais rien et peut-être que finalement ce qu'on appelle les climato-réalistes un peu sont les Galilées de notre siècle. En tout cas, on a joué à se faire peur pour un truc dans un siècle, pas forcément en faisant les choses dans le bon ordre, en taxant, en mettant des subventions, en mettant des taxes, etc. pour subventionner ça, et pendant ce temps, on oublie les priorités de court terme. Et moi je dis ça alors que je suis quelqu'un pourtant qui raisonne à long terme, hein, on est d'accord, mais faut faire attention à ce qu'on fait. Donc en gros, voilà, et on a quand même dans ce truc-là, moi étant dans le domaine un peu de l'énergie, j'ai vu qu'on avait mis des subventions mais énormes sur ça, sur la prévision du réchauffement climatique, alors qu'il aurait fallu parfois attendre que 3 ou 4 ans que la technologie soit mature pour que ça coûte beaucoup moins cher. Ça, c'est de l'argent qu'on n'avait qu'on n'a pas eu pour subventionner le système hospitalier, hein, par exemple. Alors que c'est vraiment des subventions étatiques, hein, quand je parle de ça. Évidemment, voilà, au final, c'est vous qui payez avec des taxes, hein, faut pas se leurrer. Mais comme les taxes, de toute façon, on ne peut pas les multiplier à l'infini, si vous payez une taxe pour ça, ça veut dire qu'on ne peut pas vous taxer pour payer autre chose. Bon, je sais qu'il y en a que je vais avoir choqué sur ça, donc à la limite, oubliez cette partie. C'est juste, bon voilà, la prochaine crise, on ne peut pas savoir d'où elle vient. D'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, hein, cette crise, elle me fait penser un peu à Nassim Taleb, qui est un économiste qui a écrit pas mal de livres, notamment sur l'incapacité de notre cerveau qui raisonne de façon linéaire à prévoir les événements improbables, et surtout notre cerveau en fait sous-estime l'occurrence et la probabilité d'occurrence justement des événements qui paraissent a priori totalement improbables. Bon, j'ai fait plusieurs articles d'ailleurs qui font un peu écho à ces travaux sur le blog, donc je vous conseille de les lire. Je vous les montrer là. Donc il y a celui-là sur la fameuse théorie du signe noir et puis l'influence du hasard. Donc le signe noir, hein, c'est Black Swan en anglais. En fait, en Europe, on pensait que tous les signes étaient blancs puisqu'on n'avait vu que des signes blancs. Et puis un jour, on a été en Australie et on a vu un signe noir puisqu'il y a aussi des signes noirs en Australie. Et on avait raisonné par induction, puisqu'on n'avait vu que des signes blancs, à supposer qu'un signe était forcément blanc, ce qui était faux. Donc à partir de là, voilà, il a pas mal de théories. Il a la théorie aussi de l'antifragilité. Ça, c'est justement pour pour passer les crises, savoir justement avoir des actifs qui prennent de la valeur en cas de chaos complet. Donc il y a un premier article, effectivement, celui-là que je vous conseille de lire. Il y a un deuxième article où j'avais fait justement un écho à cette théorie avec l'immobilier à Rouen et puis l'explosion de l'usine Lubrizol. Et puis si on remonte un peu dans le passé, j'avais fait un article aussi un peu comme ça au sujet des travaux de Nassim Taleb sur Leicester qui avait gagné le championnat de foot anglais, hein, si vous vous intéressez au sport, ce qui paraissait totalement improbable. Donc, je vais faire comme à l'école, vous avez le temps en ce moment, normalement, si vous êtes confiné, je vous donne des devoirs pour, d'ici la prochaine vidéo qui sortira dans 1 ou 2 jours, de relire ces 3 articles sur le blog, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, j'entends des gens qui se félicitent effectivement de ne pas avoir de portefeuille boursier en disant que voilà, ils n'ont rien perdu, de avoir vendu par choix ou par chance, on va dire, parce qu'il y avait un projet de leur portefeuille boursier juste avant la crise. Bon, ils s'en félicitent. On ne sait pas s'ils ont raison, parce que finalement, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, hein, comme on dit dans ma Creuse natale. Et il suffirait que l'argent que l'État imprime un peu là, en chèque en blanc pour essayer de soutenir l'économie et qu'il n'y ait pas des faillites en cascade, que tout ne s'écroule pas, fasse de l'inflation pour finalement, de l'inflation forte, pour qu'au final, ils n'aient pas raison. Je ne dis pas que c'est le scénario qui va se passer, ce en est un parmi les possibles, mais voilà, on sait, pour le moment, on ne sait pas. Effectivement, l'inflation, ça fait 40 ans qu'on n'en a pas eu. La dernière fois que les banques centrales ont imprimé avec le quantitative easing de l'argent comme ça en 2008, ça a fait peut-être une inflation des actifs, mais ça n'a pas fait d'inflation dans la vie courante. Donc on se dit qu'il ne va pas y en avoir. Certes, il n'y a pas eu d'inflation depuis 40 ans, de grosse inflation, je parle de 5 à 10, voire un peu plus, il n'y en a pas eu. Ceci dit, ça faisait un siècle qu'il n'y avait pas eu de pandémie.
ou au moins depuis la grippe hongkongaise de 68, on va dire, si on dit pas un siècle. Donc finalement, le seul moyen d'avoir un patrimoine résilient, ça va être de s'appuyer sur 3 piliers. Alors, le premier pilier, c'est de diversifier entre actifs. Donc, des euros, moi j'avais mon allocation, c'était à peu près 30% dans le livre, du cash, on va dire, ça va vous protéger en temps de crise, etc. Vous allez toujours avoir quelque chose qui va pas varier, mais ça peut varier, on va dire, en pouvoir d'achat, parce qu'il suffit qu'il y ait de l'inflation pour que ce cash se dévalorise. C'est-à-dire pour ça qu'on ne peut pas être 100% cash, normalement dans une gestion patrimoniale saine, et puis en temps, on va dire, de croissance, sans crise, etc., c'est ce qui rapporte le moins. Après, des actions, alors selon votre sensibilité, vous mettez 20, vous mettez 30% de votre patrimoine, vous mettez 10%, il faut voir. Des actions, ça va rapporter en termes de croissance, ça va être on va dire, une des protections contre l'inflation, puisque les entreprises peuvent augmenter leur prix s'il y a de l'inflation, etc. Partiel, hein, c'est pas parfait. Et il va y avoir l'immobilier. Vous allez me dire, l'immobilier, c'est tangible, effectivement, ça peut aussi protéger un peu de l'inflation. Donc pareil, hein, 30%, 20%, etc. Alors il y a votre résidence principale, et puis il y a potentiellement du locatif. Alors, le locatif, vous allez me dire, c'est parfait parce que c'est tangible, mais bon, il faut faire attention parce que c'est quand même un bien de première nécessité. Donc, on a vu en 1948, par exemple, que l'État avait bloqué les loyers avec une loi en 1948. C'est pour ça que mettre aussi 100% en immobilier, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et puis, on a ces 10% d'actifs de conservation. Alors, 10% d'actifs de conservation, c'est justement des actifs qui vont être qui vont rien produire, on va dire, mais qui vont conserver leur pouvoir d'achat. Donc, en gros, c'est ni les actions, ni l'immobilier, ni les euros, des trucs que vous pourrez amener potentiellement, que vous pourrez garder, qu'on ne viendra pas vous piquer. Enfin, voilà, des trucs que vous aurez. Alors, dans ces actifs de conservation, on avait historiquement des choses un peu comme l'or, hein, c'est l'actif le plus classique, l'argent, métal, hein, je parle. On peut avoir des choses un peu moins intuitives, on va dire, et peut-être un peu moins protectrices, comme de la voiture de collection, comme de l'art, des choses comme ça. Bon, alors à protéger, hein, pas forcément à garder chez vous. Hein. Si vous avez un Picasso, je pense qu'il ne faut pas le garder chez vous. Et puis, on commençait à entendre comme actif de conservation ces 2-3 dernières années, les crypto-monnaies. Bon, j'avoue que moi, j'y ai jamais cru. D'ailleurs, les crypto-monnaies, on voit que depuis le début de la crise, là, elles ont perdu la moitié de leur valeur. Alors, si on regarde les autres actifs de conservation, voilà, c'est fait pour vous protéger en temps de crise, que pour vous ayez toujours ça et qu'au pire ça prenne de la valeur si vraiment tout le reste s'écroule. Je vais donner un exemple, si vous avez des origines modestes, on va dire, comme la plupart des Français, avec des aïeuls qui étaient en France dans les années 1850, peut-être que votre aïeul en 1850, les économies qu'il a réussi à garder à la fin de sa vie, c'était 4-5 pièces, 20 francs Napoléon or. Hein. Le fameux louis d'or qu'on dit par abus de langage, la pièce, on va dire, courante d'or à cette époque-là, qui arrivait à être thésaurisée un petit peu dans le peuple. Et donc, cette pièce, on dit qu'à travers les âges, elle a toujours réussi à payer un costume à un homme à peu près de qualité médiane. On voit qu'aujourd'hui, un Napoléon or, ça vaut 260 €. C'est vrai qu'avec ça, on achète à peu près un costume de qualité médiane. Il est probable que si votre aïeul il a réussi en 1850 à thésauriser à la fin de sa vie 4-5 Napoléon or, il est probable que vous les ayez peut-être dans votre poche aujourd'hui parce qu'on vous les a donnés à l'occasion d'un baptême, d'un mariage, quelque chose comme ça. Donc, c'est resté et on est 170 ans plus tard, c'est encore là. On a pareil, je dis le costume avec le pièce de Napoléon, sinon on fait l'once d'or avec la vache. Une once d'or, souvent, ça a réussi à payer une vache. Aujourd'hui, une once d'or, ça vaut 1300 €. Bon, voilà, ça valait 1150 € il y a 2 mois. Bon, c'est à peu près le prix d'une vache. Donc ça conserve finalement le pouvoir d'achat et voire ça augmente potentiellement en période de crise. Aujourd'hui, on voit qu'on a du mal à coter sur CPR or le Napoléon or en ce moment parce que plus personne en vend depuis une semaine, alors qu'on arrive à coter de l'or papier. Donc en temps de crise, ça peut valoir de la valeur. C'est pareil, hein, on dit qu'on aurait pu nourrir une famille entière avec 150 Napoléon or pendant toute la Seconde Guerre mondiale, et elle aurait pu manger à sa faim avec ça. Bon, je vais prendre un exemple qui marche un peu moins bien parce que c'est moins facilement déplaçable, mais en termes d'actifs de conservation, si vous étiez comme plutôt une minorité de Français, on va dire une très grande minorité de Français, que vous aviez, un arrière-grand-père qui était un riche industriel, il a peut-être acheté en 1920, peut-être été voir un certain Ettore Bugatti et acheté un des premiers modèles de Bugatti en 1925. Aujourd'hui, s'il a réussi, elle est restée dans la grange et qu'elle a réussi à être conservée sans trop être abîmée, sans trop pourrir, vous êtes millionnaire juste avec ça. Bon voilà. Alors maintenant, je vous posais la question, crypto-monnaie active de conservation, est-ce que vous pensez que dans un siècle, la Bugatti, ou dans 70 ans,
comme les Napoléons or, votre descendance arrivera à garder son pouvoir d'achat avec les crypto-monnaies que vous l'aurez gardé. Bon, moi j'ai un peu de mal avec ça, après si vous y croyez c'est très bien, mais personnellement j'ai un peu de mal. Bon voilà, donc la première partie, diversifier vraiment entre actifs, il faut des euros, il faut des actifs productifs, actions immobiliers, et il faut des actifs de conservation, avec une proportion raisonnable, il faut l'actif de conservation, pour moi voilà, c'est 10%, c'est pas mal quand on a un patrimoine important, c'est pas la peine, si vous avez 10 000 euros de patrimoine, de mettre 1 000 euros en or, quoi. C'est pas encore un moment où si vous le perdez, vous n'allez pas savoir le reconstruire, quoi. Donc le deuxième pilier, ça va être de diversifier ses avoirs entre les banques et les assurances vie. Vous savez qu'il y a un mécanisme de stabilité, un mécanisme de protection au cas où une banque ou une assurance fasse faillite. Alors on va vous dire que le fonds il n'est pas assez rempli, pas assez approvisionné au cas où ça se passe. Mais bon, on peut penser que l'État, en empruntant auprès de la Banque centrale, etc., jouera son rôle derrière, même si le fonds de sécurité n'est pas assez approvisionné. Donc c'est 100 000 euros par banque, le fonds, et c'est 70 000 euros par assurance. De toute façon, si on pense que l'État garantira pas, ben on ne fait rien, on ne sait plus quoi faire de son argent, on se retire dans le Larzac et puis c'est fini. Donc on peut penser voilà, que l'État garantira. Après, si on pense que l'État garantira pas, de toute façon, voilà, on se retire élever des moutons dans le Larzac et puis c'est fini, on n'a plus besoin de son argent. Donc la garantie, c'est 100 000 euros par banque et 60 000 euros par assureur. Donc si vous avez un gros patrimoine, même si on n'est pas tout à fait à ces montants-là, il faut essayer de diversifier entre 2-3 banques et 2-3 assurances, et puis essayer d'avoir jamais plus de 100 000 euros sur une même banque. Et ensuite, au niveau des titres actions, alors si votre courtier fait faillite, les titres actions vous appartiennent encore, sauf s'il y a fraude du courtier. Donc là, si le courtier fait faillite, ça n'entraîne pas, on va dire, la disparition de vos titres actions, ils vous appartiennent toujours. Par contre, parfois, sur un PEA, chez un courtier, Bourse Directe, Bing, etc., vous avez aussi du cash. Alors plus ou moins, parfois pas beaucoup, mais vous venez de vendre des actions, par exemple, sur un marché haut, vous attendez un marché bas pour les réinvestir, ou je ne sais pas, où vous attendez pour faire un projet, votre cash, il est là à ce moment-là. Là, le cash, il est considéré comme si c'était du cash dans une banque. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir intérêt, si vous avez voilà, des portefeuilles assez importants, à les diversifier entre deux courtiers. Voilà, moi, par exemple, j'ai mon PEA chez Bourse Directe, mon compte titre chez Bing, par exemple. Voilà, ça fait une diversification. Et le troisième pilier de la résilience du patrimoine, c'est de toujours se former, de rester pertinent ou de rester employable. C'est-à-dire que voilà, il faut toujours que vous soyez capable d'apporter une valeur ajoutée à quelqu'un. Si, comme moi, vous vous formez en permanence, même si un jour vous arrêtez le salariat, etc., vous aurez toujours une valeur à ajouter qui, à un moment donné, sera monétisable. Donc, il ne faut jamais arrêter de se former. Donc, je pense que là, on est dans une période de confinement, enfin, en tout cas pour ceux qui ne travaillent pas dans des services essentiels. Vous allez potentiellement avoir du temps, le temps que vous n'avez pas à consacrer à vos enfants, utilisez-le pour lire plutôt que vous aboutir devant Netflix. Donc moi, je vais vous dire la première lecture que je vous conseille, effectivement, après cette première vidéo. C'est facile à dire, vous allez me dire, c'est mon premier livre, construisez et gérez votre patrimoine avec succès. Alors, pourquoi? Donc, il a été écrit en 2012. Donc, moi, j'en étais plus en amont dans ma carrière d'investisseur. Vous allez voir, sur les parties sur l'immobilier, ça va beaucoup moins aller, loin que mon best-seller bien connu, l'investissement immobilier locatif intelligent. Par contre, moi, ça m'a fait du bien de le relire un peu pour prendre un peu de la hauteur sur tous les actifs patrimoniaux et notamment cette partie un peu protéger les acquis. Voilà, ça fait un peu sentir les classes d'actifs et leurs différentes caractéristiques et ça va vous convaincre qu'il faut avoir un patrimoine diversifié et qu'il faut savoir l'équilibrer. Et que j'ai envie de dire, même si à un moment donné, il y a une classe d'actifs qui paraît pourrie par rapport à un autre, comme le cash ces derniers temps, ou les fonds euros ces derniers temps, ou les PEL ces derniers temps, c'est quand même bien de garder son allocation d'actifs tout le temps pour avoir ce qu'on appelle un portefeuille all-weather, en fait, c'est-à-dire un portefeuille qui vous permet de dormir à peu près sur vos deux oreilles, quoi qu'il arrive. Bon, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche des notifications, parce que ça c'était la première vidéo investissement et coronavirus. Dans 1 ou 2 jours arrive la vidéo coronavirus et bourse, et dans 1 ou 2 jours la vidéo coronavirus et immobilier. Donc on n'a pas fini de se parler et de voir les conséquences de cette pandémie sur l'investissement. Je vous dis à bientôt, je vous mets le lien sur le livre dans les commentaires de la vidéo. Alors, ouais, juste petite précision, Amazon vient d'annoncer au moment où je tourne cette vidéo ce matin qu'il suspendait la livraison de produits qui ne sont pas de première nécessité. A priori, ça inclut les livres. Moi, je vois que mes livres ont été déréférencés comme étant en stock en format papier sur Amazon. Mais ce fameux livre-là, il existe bien en format Kindle, donc format électronique. Donc, si vous avez une liseuse, vous pouvez le lire dessus, pas de problème.
Si vous n'avez pas de liseuse, il y a une appli Kindle qui se télécharge sur l'Apple Store, sur le Google Store, donc ça les gens ne le savent pas trop, et en fait après ça vous fait comme si vous avez une liseuse. Et les livres électroniques peuvent aussi être lus avec l'appli Kindle sur un ordinateur classique. Donc ça vous fait quand même pas mal de moyens pour lire le livre, pour vous le procurer sans risquer de délai d'envoi Amazon, d'envoi de poste, etc. Alors, je ne sais pas si la suspension elle est temporaire, le temps qu'ils arrivent, on va dire, à mettre des conditions sanitaires, de gestes barrières, etc. correctes dans leurs entrepôts, ou si finalement elle va durer tout le confinement. Mais en attendant, il y a la version électronique qui existe. Donc vous pouvez acheter cette version électronique qui est, je ne sais plus exactement le prix, mais c'est autour de 9 € sur Amazon. Donc quelque chose de raisonnable, on va dire, comme investissement, même en temps de crise. A bientôt, et donc pour les 2 vidéos à suivre sur cette thématique.